Bienvenue sur Voie lactée pour l'épisode 2 de L'actu sous le radar. Aujourd'hui, on va parler de votre note secrète, celle que vous ne voyez pas, mais qui décide déjà de votre avenir. Ouais, et c'est une note qui, très franchement, contrairement à un être humain, pardonne absolument jamais. Je prends une grande inspiration avant de commencer parce que ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est incroyablement lourd. On est en 2026 quand même. Et le paysage a complètement muté, ouais. Exactement. L'époque où il suffisait de présenter 3 fiches de paie et de faire un grand sourire à son banquier pour prouver sa fiabilité, c'est définitivement révolu. Totalement. C'est presque naïf d'y repenser, en fait. C'est ça. On a un auditeur très curieux qui nous a fait parvenir le dossier du jour. Il cherchait à comprendre pourquoi certains de ses crédits étaient refusés, genre sans aucune raison apparente. Et la réponse, elle fait vraiment froid dans le dos. Grave. Elle se trouve dans un système qu'on croyait honnêtement réservé aux romans de science-fiction ou, tu sais, au système de crédit social chinois. Mais en fait, c'est là, hein. C'est déployé partout chez nous. C'est déployé et c'est totalement invisible. Dans l'industrie, ils appellent ça avec un terme très spécifique, le shadow scoring. Ou le score d'ambre, ouais. C'est le cœur de notre enquête aujourd'hui. Donc on a épluché un rapport massif, un document exclusif qui s'appelle le crédit social invisible, et franchement, c'est une vraie radiographie de notre société. C'est le mot. Ça documente, avec des preuves vraiment tangibles, comment une myriade d'algorithmes aspire littéralement les moindres micro-détails de notre quotidien. Et quand on dit quotidien, on parle de trucs qui ont l'air super banals, quoi. Absolument. Le but de ces machines, c'est d'une froideur clinique. Elles veulent prédire l'état de santé physique à long terme, évaluer la stabilité psychologique en temps réel et anticiper la solvabilité. Le tout dans une zone grise légale hallucinante, sans qu'aucune case de consentement clair n'ait jamais été cochée. C'est ça qui est dingue, on consent à rien de tout ça. C'est une folie quand on y pense. On se croit libre, on vit notre vie, on fait nos courses, on envoie des mails au boulot, et en fait, On est évalué en permanence par un jury de code informatique. voilà. Décortiquons ça en profondeur, parce que ce qu'on a découvert, faut s'accrocher. Je propose qu'on commence par l'endroit le plus inoffensif du monde, le supermarché du coin. Le fameux supermarché, l'épicentre du profilage. Le rapport explique qu'un simple achat de courses pour la semaine, ça se transforme en une évaluation secrète de notre espérance de vie. Comment c'est techniquement possible, ça? Eh bien, le cheval de Troie de toute cette collecte massive, c'est ce petit bout de plastique ou cette appli qu'on dégaine machinalement à la caisse, la carte de fidélité. Ah, la bonne vieille carte de fidélité. Le document est super formel là-dessus. Les programmes de fidélité des géants comme Carrefour, Walmart, Marjane ou Migros, ils ont subi une mutation technologique de dingue ces 3 dernières années. Donc c'est plus juste pour avoir, je sais pas, une réduction sur des yaourts. Mais plus du tout. Leur fonction première, c'est absolument plus d'offrir 10 centimes sur un paquet de pâtes ou de cumuler des points pour une poêle en téflon. C'est l'arnaque du siècle. C'est l'écran de fumée parfait, en fait. On donne nos données avec le grand sourire parce qu'on croit faire une super affaire à la caisse. Et en coulisses, la véritable fonction de cette infrastructure, c'est le profilage de risques santé en temps réel. Le rapport met en lumière un algorithme spécifique. Le fameux Healthy Score 2026, c'est ça? Exactement. Partagé par plusieurs enseignes. Et ces programmes, ils se contentent pas de regarder combien tu as dépensé. Ils analysent la composition chimique exacte de tout ton panier de courses. Attends, la composition chimique. Genre additif par additif. Voilà. S'ils détectent une proportion trop élevée de produits ultra transformés, de plats préparés avec des conservateurs spécifiques ou trop de sucre raffiné, ils modifient instantanément une variable. Une variable qu'ils appellent le risque inflammatoire. C'est complètement fou. Avec des couleurs fluo et en cachette, on est pénalisé parce qu'on a craqué pour un paquet de chips. C'est totalement hypocrite, mais c'est le système. Mais attends, il y a un détail précis dans cette section du rapport qui m'a fait bondir de ma chaise. J'ai vraiment dû relire la ligne 3 fois. Ah, je crois savoir de quoi tu parles, les patchs anti-tabac. Mais oui, le document indique noir sur blanc que si un consommateur décide d'acheter des patchs anti-tabac à la place de ses paquets de clopes habituels, son score se dégrade. Mais c'est absurde. À première vue, ça défie la logique, c'est clair. L'intention est bonne, quoi. La personne essaie justement d'arrêter de fumer et de se reprendre en main. Pourquoi elle est punie? En fait, il faut vraiment faire un effort pour se détacher de notre logique humaine. Faut penser comme la machine. Une IA, ça n'a pas de morale, ça n'applaudit pas les bonnes résolutions du Nouvel An. Ouais, elle s'en fout de nos efforts personnels. Ce qu'elle traque, uniquement, ce sont les anomalies et les ruptures de tendance. Pour l'algorithme, quelqu'un qui achète ses 2 paquets de cigarettes par semaine depuis 5 ans, c'est un profil stable. Stable mais toxique, non? Toxique, oui, c'est un risque de santé avéré, mais c'est un risque connu, tarifé
et surtout prévisible pour les assurances. D'accord. Et donc le changement brutal, Voilà. Quelqu'un qui passe du jour au lendemain de la cigarette au patch très dosé, c'est une anomalie statistique majeure. c'est une énorme alerte rouge dans leur système en fait. Exactement. La machine ne voit pas un acte de courage, elle voit une panique. Elle calcule la probabilité que ce changement soit motivé par une visite hyper alarmante chez le médecin. Ah ouais, genre des douleurs thoraciques inexpliquées ou un truc grave. C'est ça. Pour le modèle prédictif, ce changement soudain signale un risque de santé sous-jacent imminent. Donc, ironiquement, ta tentative de te soigner fait exploser ta jauge de risque à court terme. Mais c'est pervers au possible. Et le pire, c'est le trajet de cette donnée. Parce que ce fameux risque inflammatoire, ça reste pas sagement sur les serveurs de Carrefour ou Migros. Ah ben non, ça fuit de tous les côtés. C'est là qu'intervient l'industrie super opaque du data brokerage, le courtage de données. Parce que le supermarché n'a pas le droit de vendre un fichier direct en disant Monsieur Dupont a acheté des pâtes fiées ?» Si, si. Non, ça, ce serait illégal avec les anciennes lois sur la vie privée. À la place, il passe par des filiales qui créent des cohortes de profils anonymisés, basés sur des identifiants cryptés. Le fameux jargon pour contourner la loi. Tout à fait. Ces profils de risque sont mis aux enchères en temps réel. Des courtiers les rachètent, puis font le lien via des croisements de métadonnées avec les mutuelles et les assurances santé. C'est un tour de passe-passe juridique hallucinant. Et concrètement, pour le consommateur, ça veut dire quoi? Qu'un an plus tard, il ouvre son courrier. Et il découvre le nouvel échéancier de son assurance vie, ouais, avec une hausse vertigineuse de 15% de sa prime mensuelle, sans aucune explication. Et s'il appelle pour gueuler, on va lui servir un baratin générique, genre ouais, c'est l'inflation médicale, l'augmentation des coûts de santé globaux. Voilà. L'asymétrie d'information est totale. L'assureur sait très bien que c'est à cause de l'achat de patchs ou de charcuterie, mais le client, lui, est maintenu dans l'ignorance la plus complète. C'est littéralement comme si la caissière appelait en cachette notre assureur pour le prévenir qu'on vient d'acheter des frites et de la mayo. On paie notre malbouffe 2 fois. Une fois à la caisse, une fois chez l'assureur. Et le système repose entièrement sur cette invisibilité. Bah oui, parce que si on savait, on changerait de comportement. C'est le point clé. Si la personne savait que sa prime augmente à cause des saucisses, elle arrêterait d'en acheter avec sa carte. Or, le modèle a besoin d'un comportement naturel et impulsif pour que la donnée soit valide. D'où la nécessité absolue que ce score d'ombre reste dans l'ombre. C'est terrifiant. Mais attends, si nos courses nous trahissent avec autant de précision, je n'ose même pas imaginer ce qui se passe avec l'objet qui est physiquement greffé à notre main. Le smartphone. On passe au niveau supérieur. 24 heures sur 24. Si les achats externes, c'est ça le téléphone, ça doit être un cauchemar. Le smartphone, c'est incontestablement la pièce maîtresse du système. Là, on quitte l'analyse transactionnelle, ce qu'on achète, pour entrer dans la biométrie comportementale. La biométrie. Donc on parle de la façon dont on interagit physiquement avec l'écran. Exactement. Et quand on dit biométrie, on pense souvent à l'empreinte digitale ou à la reconnaissance faciale. Ouais, pour déverrouiller l'écran, les trucs classiques quoi. Ça, c'est la préhistoire de la biométrie. En 2026, les banques et les plateformes de crédit vont beaucoup plus loin. Elles scrutent l'état neurologique et psychologique au moment précis de la transaction. L'état neurologique avec un téléphone? Mais comment? Les capteurs ultrasensibles, le gyroscope, l'accéléromètre, ils tournent en arrière-plan. Ok, essayons de visualiser ça. Mettons qu'une personne est sur son canapé un mardi soir. Elle ouvre son appli bancaire pour demander un microcrédit. Elle tape son nom, son salaire. Pendant ces quelques minutes de saisie, l'application mesure en continu la stabilité de la main qui tient l'appareil. La stabilité de la main? Tu veux dire que si je tremble, ça compte? Exact. Si l'accéléromètre détecte un tremblement microscopique au moment de valider le montant, ou si l'écran tactile enregistre une hésitation millimétrique, Genre, mon pouce survole le bouton envoyer pendant 2 secondes avant d'appuyer. voilà. Ou des corrections nerveuses sur la case indiquant tes charges mensuelles. Et le système interprète ça comment? Comme un indicateur de stress cognitif intense. L'IA compile ces micro-hésitations. Pour des profils plus âgés, c'est même vu comme un déclin neurologique affectant le discernement. C'est hyper intrusif. La conclusion de la machine est super cynique. Elle se dit que si la personne hésite en déclarant ses dettes, c'est qu'elle ment sur les chiffres ou qu'elle est en détresse financière aiguë. Et donc, la conséquence immédiate sur le prêt? Le taux d'intérêt proposé est discrètement ajusté à la hausse en une fraction de seconde, juste avant l'affichage de l'offre finale. Attends, t'es sérieuse? Juste parce que j'ai bu 3 cafés de trop le matin et que j'ai la main qui tremble? Ça, ou si tu remplis le formulaire dans un bus qui roule sur des nids de poules. C'est complètement délirant. Mon crédit immobilier ou auto va me coûter plus cher à cause des suspensions d'un bus.
Ils te diront que l'IA, c'est filtrer le bruit environnemental des transports. Mais ce qu'ils cherchent, c'est la corrélation macroscopique. Et l'exemple le plus vertigineux de ça dans le dossier, c'est la batterie. Ah oui, la batterie. C'est le point de l'enquête qui m'a fait halluciner au point de vérifier mon propre téléphone direct. Le fameux seuil critique. Le rapport affirme, mais le plus sérieusement du monde, qu'une batterie constamment maintenue en dessous de 10% fait baisser la note secrète de solvabilité. Juste pour une batterie faible. C'est un critère d'évaluation totalement réel et utilisé massivement par les filiales de crédit, ouais. Mais c'est d'une injustice monumentale. Et si mon chargeur est cassé? Et si mon téléphone a 3 ans et que la batterie est flinguée? L'algorithme se moque royalement de tes excuses individuelles. Ou si j'ai juste utilisé Waze toute la journée, quoi. Ça ne l'intéresse pas. La machine s'appuie sur la loi des grands nombres et sur des variables proxy. Une variable proxy, c'est un substitut mesurable pour un comportement humain complexe. Parce qu'une IA peut pas ouvrir mon crâne pour voir si je suis quelqu'un de responsable. Exactement. Elle doit trouver des comportements quotidiens, chiffrables, qui sont statistiquement liés à la responsabilité. Et le niveau de batterie moyen est devenu un des proxys les plus puissants de la finance. Donc si je pige bien la logique tordue de la banque, elle s'en fiche de la marque de mon téléphone, elle juge ma capacité à anticiper une crise. C'est la déduction de l'IA. Les données montrent une corrélation mathématique très forte entre l'incapacité d'anticiper la recharge d'un appareil vital et l'incapacité de gérer un budget. C'est impitoyable. Pour l'algo, quelqu'un qui reste à 3% de batterie, c'est quelqu'un qui vit confortablement dans l'urgence, qui manque de prévoyance et qui a une énorme tolérance au risque. Et un algorithme bancaire, ça déteste l'imprévisibilité. Négligence technologique égale négligence financière. C'est le raccourci qu'ils font, ouais. C'est fascinant et flippant de voir qu'un geste aussi bête que d'oublier de brancher son tel sur sa table de nuit détruit notre réputation sociale. Mais attends, on n'a pas fini. Non, le pire est à venir, au niveau professionnel. Voilà. On a vu la santé via les courses, les finances via la batterie. Mais le troisième axe de ce dossier démontre que cette hydre algorithmique juge aussi notre futur professionnel. Avant même qu'on sache ce qu'on va faire de notre propre carrière, on bascule dans les ressources humaines, le déploiement du People Analytics prédictif. Le fameux People Analytics. Normalement, les RH, c'est l'entretien annuel, le manager qui te demande comment tu te sens, tes perspectives. Ça, c'est du déclaratif. Et pour le big data, le déclaratif ne vaut rien. Les humains mentent, cachent leur fatigue, gonflent leur motivation. Du coup, l'évaluation humaine est devenue obsolète. Presque superflu, ouais. Les départements RH sont mis en place des logiciels de surveillance prédictive qui scannent les flux de communication en temps réel. On parle pas d'une alerte parce que tu vas sur LinkedIn pendant tes heures de bureau, hein. Ah non, ça c'était dans les années 2010. Là, on parle d'analyser le cœur de la production intellectuelle, la messagerie interne, la rédaction des mails. Ils scannent le texte de nos emails. Pas le secret industriel au fond du mail, mais la forme, l'analyse sémantique et structurelle. Le document donne un scénario concret. Imaginons un cadre sup, on va l'appeler Marc. Ok, Marc, un mec performant dans la boîte depuis 4 ans. Très performant. Et d'un coup, sur 3 semaines, l'IA repère une altération dans sa façon d'écrire. La longueur moyenne de ses phrases diminue de 20%. Il devient expéditif, quoi. Il va droit au but. L'humain se dit ça. Mais l'IA croise ça avec la syntaxe. Elle voit une chute drastique de la ponctuation expressive. Fini les points d'exclamation. Il passe en mode passif. Exact. Le vocabulaire devient neutre, robotique. Il ne dit plus « super travail d'équipe sur ce dossier ». Le ton chaleureux disparaît, c'est juste transactionnel. Et ce changement sémantique est repéré à la milliseconde. L'algorithme croise cette baisse d'engagement émotionnel avec le temps de réponse aux emails de la direction qui s'allonge. Et la sentence tombe sur le tableau de bord des RH. Paf, le profil de marque présente 87% de probabilité de déclencher un burn-out sévère ou de démissionner dans les 6 mois. Mais qui a autorisé ça? C'est de l'intrusion mentale à grande échelle. C'est totalement opaque pour les employés. Donc, si je comprends bien, un mec qui traverse une mauvaise passe personnelle, un deuil ou juste une grosse fatigue, et qui tape des mails plus courts pendant un mois, Oui, juste sur cette base linguistique. il peut rater la promotion de sa vie, être mis sur une liste grise et ne jamais en connaître la raison. Les sociologues appellent ça la punition préventive algorithmique. Les RH vont jamais lui dire que l'IA trouve ses mails pas assez enthousiastes. Ce serait avouer une surveillance illégale. C'est clair. Donc, que font-ils? Ils déclenchent un protocole silencieux. L'employé jugé à risque est écarté en douceur des projets stratégiques. On lui file plus les gros dossiers clients pour minimiser l'impact s'il part. On le met sur une voie de garage pépère sans faire de bruit. Exactement. Et c'est le paradoxe tragique du système. Cette mise à l'écart provoque l'événement que l'algo voulait éviter.
Bah oui, en isolant le gars, en le privant de défis pour protéger la boîte, on détruit sa motivation. Il se sent inutile, dévalorisé, et finalement, il s'effondre vraiment ou il démissionne. C'est ahurissant. L'IA valide sa propre prédiction. Le système se félicite alors qu'il a fabriqué le burn-out. De toutes pièces. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le danger d'un système prédictif fermé sur lui-même, oui. Face à un truc aussi invasif qui transforme la moindre virgule d'un mail en données à charge, le sentiment d'impuissance est dingue. Est-ce qu'il y a une échappatoire? Comment on lutte contre ce truc? C'est là que la dernière partie du dossier devient passionnante. Face à ce profilage extrême, il y a une contre-culture numérique qui s'est organisée, le bruit algorithmique. L'algorithmic noise, ouais. J'ai adoré cette partie. L'idée, c'est plus d'empêcher la collecte, parce que c'est impossible. C'est de noyer le signal sous du bruit parasite. C'est ça. L'analogie parfaite, c'est comme essayer de cacher un arbre en plantant une forêt de faux arbres en plastique tout autour. Parce que vivre sans carte bancaire ou sans smartphone en 2026, c'est du suicide social. C'est de la marginalisation extrême. Et d'ailleurs, dans l'économie du shadow scoring, ne produire aucune donnée, c'est la donnée la plus suspecte possible. Ben oui, l'IA se dit, il cache un truc énorme. Exactement. Donc la stratégie, c'est de polluer massivement les bases de données. Créer des profils tellement denses et contradictoires que l'IA bug, elle ne peut plus sortir une conclusion psychométrique stable. Le document donne des techniques de dingue. D'abord sur le web, avec les navigateurs anti-profilage. On est bien au-delà des petits bloqueurs de pub là. Ces navigateurs ont des bots intégrés qui bossent quand tu dors. Ils génèrent du faux trafic à notre place. Un trafic colossal. Ils vont scroller des thèses de philo, cliquer sur des tutos de tricot, remplir des paniers de luxe en Asie. Ça simule un comportement chaotique. Brouillon illisible. C'est brillant techniquement. Mais là où ça devient carrément surréaliste, c'est quand on applique ça dans le monde physique, au supermarché. La fameuse technique des produits leurres. C'est l'application directe de la théorie du bruit. Attends, donc des citoyens lambda intègrent volontairement dans leurs courses des trucs qu'ils détestent, juste pour l'algorithme. Oui, juste pour flatter la machine. Donc il y a des gens qui achètent du quinoa hors de prix et des bottes de radis bio qu'ils laissent pourrir au fond du frigo pour sauver leur assurance vie. C'est absurde mais mathématiquement très rationnel. Sorti la calculatrice. Ils se disent que gaspiller 10 balles de légumes bio par semaine, c'est beaucoup moins cher que de payer 15% de plus sur leur mutuelle. Ils voient ça comme une taxe d'invisibilité qu'ils s'imposent. Exactement. C'est une taxe pour protéger leur portefeuille à long terme. Se dire qu'on en est réduit à ruser avec une caisse enregistreuse pour garantir la sécurité de sa famille, c'est super amer comme conclusion. Mais c'est la réalité politique de cette décennie, la revendication du droit à l'obscurité numérique. Les combats pour la vie privée des années 2010 ont l'air tellement naïfs à côté. On parlait de cacher des photos de vacances. Là, on parle de cacher nos failles psychologiques. Empêcher des conglomérats d'anticiper notre santé et de spéculer sur notre valeur. L'opacité totale, c'est devenu de la légitime défense. Ça crée une société à deux vitesses. Ceux qui maîtrisent leur information et les autres. D'ailleurs, ça m'amène à une réflexion qui n'est pas dans le dossier, mais qui me saute aux yeux. Je t'écoute, dis-moi. Si on commence à acheter de la fausse bouffe saine pour tromper la machine, à quand l'émergence d'un marché noir de prête-noms algorithmiques? Comment ça? Des prête-noms? Des personnes avec un score d'ombre immaculé, des gens ultra sains, sportifs avec un tel toujours chargé à 100%. Ils pourraient louer leur identité à prix d'or. Ah oui, ils feraient les courses avec ta carte pour doper ton score. Exactement. Ou ils soumettraient nos demandes de prêt à notre place. Des mules de données, des mercenaires de l'algorithme, qui monnettent leur virginité numérique pour qu'on contourne le système. L'ubérisation ultime de la réputation. C'est une théorie fascinante. Le vrai luxe en 2026, ce n'est plus d'être connecté, c'est d'être invisible pour la machine. Merci d'avoir écouté Voie lactée. Abonnez-vous pour rester sous le radar. À très bientôt. À très bientôt.